Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce webinaire intitulé « Acheter une entreprise, est-ce ce qu'il faut pour justement en acheter une ?» Donc, je me présente, je m'appelle Charles-André Morel, je suis conseiller en transfert d'entreprise au Centre de transfert d'entreprise du Québec, qu'on appelle plus communément le CETEC. Et donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui d'être le facilitateur de ce webinaire. Tout d'abord, je voudrais remercier notre partenaire présentateur et commanditaire et également co-créateur de ce webinaire, à savoir Desjardins. Donc, un grand merci à Desjardins pour son support lors de l'organisation de ce webinaire. Petites informations techniques qui seront utiles à toutes et à tous. L'événement va durer jusqu'à midi. Je vais être assisté aujourd'hui de mes deux collègues Nolwenn et Mélanie, que vous ne verrez pas à l'écran, mais que vous pourriez attendre régulièrement, notamment plus vers la fin du webinaire. Si jamais vous avez des questions, on vous invite justement à les poser dans notre rubrique Q&A, ou si vous avez même des commentaires, vous pouvez également les indiquer dans la rubrique commentaires. Avant d'accueillir nos deux experts panélistes, je voulais avec vous faire un point très rapide sur certains termes qui vont souvent être employés aujourd'hui, à savoir les mots repreneuriat, repreneur, cédant et PME pérenne. Alors, quand on parle de repreneuriat, c'est vraiment, ça désigne le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes. On peut appeler également le repreneuriat transfert d'entreprise. Quand on parle de repreneur, il s'agit d'un individu qui a entamé son processus de rachat d'entreprise. On parle aussi notamment de relève. Quand on parle de cédant, c'est l'inverse. C'est surtout la personne qui a entamé son processus de vente d'entreprise. Et enfin, quand on parle de PME pérenne, donc la pérennité d'entreprise, c'est vraiment faire en sorte qu'une entreprise, au cours de son histoire, préserve l'essentiel de son identité qui est basée souvent sur les valeurs fondamentales, tout en progressant grâce à sa capacité dynamique. Donc, sans plus attendre, je vais accueillir nos deux experts panélistes. On va commencer par Benoît Leblanc. Benoît Leblanc, qui est directeur de transfert d'entreprise chez Mouvement Desjardins. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Bonjour Charles, ça va très bien. Et toi? Ça va très bien, merci d'être avec nous ce matin. Et on accueille également Jean-Philippe Coiteux, qui est directeur investissement chez Desjardins Capital. Bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu? Bonjour, très bien, vous-même? Ça va très bien. Bon, je vous entends et je vous vois parfaitement tous les deux, donc merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler un petit peu les trois grands axes qu'on va employer ce matin. Donc, on a trois grandes questions qu'on va aborder ce matin. C'est: est-ce que j'ai la mise de fonds nécessaire pour acheter une entreprise? C'est souvent une question qu'on entend très régulièrement. Est-ce que j'ai le profil, le leadership, les connaissances, les compétences également pour acquérir l'entreprise qu'on va cibler? Et puis, le troisième point, non des moindres, est-ce que l'entreprise ciblée est dans une bonne situation financière et stratégique pour justement se faire financer et se faire appuyer au niveau de ses partenaires financiers? Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. On va parler mise de fonds. Puis, en travaillant au CETEC, nous, on a souvent l'occasion d'accompagner des repreneurs qui achètent une entreprise généralement pour la première fois. C'est pas forcément quelque chose qu'ils font de manière récurrente. Et on nous pose souvent la question, ça me prend combien pour acheter une entreprise? Est-ce que justement, vous, dans vos rôles de partenaires financiers, Jean-Philippe et Benoît, quelle serait la bonne réponse qu'on pourrait apporter à cette fameuse question qui tue, comme on dit? Peut-être Benoît, je ne sais pas si on pourrait t'entendre sur le sujet. Oui, tout à fait. Merci Charles. En effet, question qui tue, question que plusieurs personnes se posent. La réponse, dans le fond, c'est que la mise de fonds va varier beaucoup en fonction des transactions. Donc, tu sais, les gens me posent souvent la question, est-ce que ça se peut acquérir une business avec pratiquement pas de mise de fonds et ou une mise de fonds plus significative, je dirais, que monétaire? Est-ce qu'on en a déjà vu? La réponse est oui. Par contre, est-ce que c'est fréquent? Non. Tu sais, puis on va l'expliquer un petit peu plus tard, là, Jean-Philippe et moi, dans la présentation. Puis à l'inverse, est-ce que on a déjà vu des transactions qui ont avorté ou que, comme financier, on a refusé de financer malgré que les repreneurs avaient des mises de fonds importantes? La réponse est oui aussi. Fait que la mise de fonds, évidemment, ça fait partie des choses qu'on regarde, mais ce n'est pas la première chose qu'on regarde quand on regarde le succès ou le non-succès d'une transaction. Ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est souvent le profil de l'individu ou des individus, si c'est une équipe de direction, exemple, ou une équipe de repreneurs. Donc, ensuite, le leadership de cette personne-là aussi. Donc, est-ce qu'elle a les compétences, comme tu le disais, Charles, et les connaissances? Est-ce qu'elle connaît l'entreprise à laquelle elle est ciblée ou du moins le secteur d'activité? Fait que ça, c'est des choses qu'on va regarder évidemment en tout premier lieu. Puis c'est quoi sa relation avec le cédant?
Est-ce que c'est quelqu'un qui le connaît, qui a une relation de confiance ou c'est complètement un achat externe? Ça aussi, on va le regarder puis l'analyser en détail. Puis finalement, ben, un point très important, c'est est-ce que le prix payé est juste? Tout part de là aussi. Fait que je dirais que ces points-là viennent souvent avant la réponse de est-ce que j'ai la mise de fonds nécessaire ou non. Puis on va en parler plus en longueur plus tard. Puis ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans la mise de fonds, c'est que souvent on oublie que dans une transaction, il y a des frais afférents à la transaction. Ce n'est pas juste le prix payé. Donc, il y a des frais juridiques, des frais de financement, des frais de vérification diligente. Donc, il faut aussi l'inclure, ces frais-là, dans le coût d'acquisition. Donc, il n'y a pas juste le montant de l'entreprise, il y a aussi tous les frais qui peuvent être en parallèle qu'il faut considérer. Donc, c'est important. Exact. Tu confirmes, Jean-Philippe, d'ailleurs, de ton côté? Oui, c'est vraiment la même chose. Je pense que c'est important de regarder la transaction de façon globale dans son ensemble. Justement, Benoît parlait du profil du repreneur. C'est quoi l'importance aujourd'hui qu'on accorde au profil d'un repreneur? Oh, on a perdu ton son dans mon cas, Charles-André. Moi aussi, Charles, on ne t'entend plus. Ah. Pour le bénéfice de tous, le point de Charles, c'était de voir au niveau de l'importance du profil leadership du repreneur, puis à quel point on va regarder ces traits de caractère-là qu'il mentionnait dans ce que j'ai compris. Nous autres, ce qu'on voit de façon générale, c'est avec la popularité accrue au niveau de tout ce qui est émissions de télévision, là, que ce soit Dragon's Den, Shark Tank ou Les Dragons au Québec, tout l'aspect entrepreneurial un petit peu en vogue, que ce soit au niveau des démarrages de start-up qui semble être vraiment un élément où les gens là, veulent se lancer en affaires ou tout simplement de passer le flambeau puis se dire, ben, je suis un petit peu tanné d'être juste employé, j'aimerais être mon propre patron, faire l'acquisition d'une entreprise, probablement comme beaucoup là, qui sont sur le webinaire aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut se poser la vraie question, c'est est-ce que dans un premier temps, je suis fait pour cette vie-là? Je pense qu'on associe souvent le côté vraiment glamour de l'entrepreneuriat. Pour plusieurs qu'on voit à la télévision, bien évidemment, on voit toujours les gens avec la visibilité qu'ils ont dans les médias, qui n'est pas nécessairement un gage de succès non plus. Là. Je pense que c'est important pour les gens de s'en rendre compte. À titre d'exemple, on voit des fois dans les transactions, dans certaines de ces émissions-là, ben, il y a un deal à la télévision, alors que dans les faits, il n'y a vraiment pas de transaction là, qui se réalise post l'émission. Et donc, quand on le regarde, puis on se dit, est-ce que je suis prêt à faire ce saut-là comme entrepreneur? Ben, pensez à tous ceux qui ont vécu la crise de la COVID et qui se sont retrouvés pas mal, comme on dit en franglais, le seul au top, avec des décisions extrêmement difficiles à prendre dans un contexte, que ce soit de devoir remercier des gens, de devoir refaire des prévisions financières pratiquement à chaque jour ou à chaque 2 jours là, pour essayer de passer à travers cette crise-là. Fait que définitivement, des fois, ça a l'air un petit peu plus glamour que ça l'est réellement. Puis évidemment, ça amène un niveau de risque financier, certes, là, pour les gens qui vont investir dans l'entreprise. Les gens doivent prendre en considération non seulement la mise de fonds qu'ils vont mettre dans l'entreprise, mais des fois, s'il y a des difficultés financières ou carrément devoir laisser aller un salaire qui peut-être est plus élevé juste pour se joindre à l'entreprise parce qu'elle n'a pas la capacité de payer un salaire que vous gagnez auparavant dans un autre emploi. Mais aussi, il y a un rôle fiduciaire qui est quand même important, puis c'est celui de supporter les salariés de cette nouvelle entreprise-là, qui, je vous dirais, deviennent un peu une famille étendue là, pour l'entrepreneur. Puis, il ne faut pas oublier que ça amène un certain stress de soudainement ne plus juste être sa propre personne là, qui supporte son gagne-pain et peut-être sa famille, puis là maintenant d'avoir plusieurs gens là, qui comptent. Je pense que c'est quelque chose que les gens, des fois, l'oublient dans la passion puis l'excitation de vouloir devenir entrepreneur. Charles-André? Non, on t'entend toujours pas. Mais tu es sur mute actuellement, Ouais. Charles, je crois. Oui, exactement. Désolé pour les petits problèmes techniques.
Est-ce que vous m'entendez désormais? Oui, là, Ouais, t'es parfait. revenu là, juste à temps. Désolé, je ne sais pas du tout. Ah, Forcément, ce n'est pas au moment où on s'attend que ça arrive. Donc, désolé pour le petit pas de couac problème. au niveau technique. Donc, je pense que Jean-Philippe, tu parlais notamment beaucoup du profil des repreneurs. Euh, et justement, on voit souvent en démarrage d'entreprise, on dit souvent qu'une entreprise qui démarre au bout de 5 ans, elle n'a pas forcément de chance d'être toujours en affaires. Est-ce que chez Desjardins, vous constatez quelque chose d'identique quand on reprend une entreprise? Est-ce qu'il y a un taux de réussite qui est faible au bout de certaines années, ou au contraire, comme on s'appuie sur une entreprise déjà existante, on a un taux de pérennité qui est plus important? Benoît, Très bonne veux-tu question. parler? Ouais? Oui, absolument. Je vais y aller. Très bonne question, Charles. Dans le fond, c'est sûr que quand on reprend une entreprise, là, on la met à un niveau de risque qu'elle n'a jamais connu, dans le sens qu'on change l'actionnariat, on change la direction, on endette l'entreprise souvent à son maximum possible, puis on ne l'endette pas sur des actifs productifs comme des équipements ou un agrandissement, on l'endette simplement par une sortie d'équité. Fait que c'est sûr qu'il y a un niveau de risque qui est plus élevé suite à la transaction. Par contre, nous, ce qu'on voit chez Desjardins, c'est que lorsque la transaction est bien accompagnée par des professionnels, donc lorsque, un petit peu ce qu'on disait Jean-Philippe et moi tantôt, c'est lorsque le profil des gens a été évalué, lorsque le secteur d'activité a été regardé, lorsqu'on a fait un checkpoint sur est-ce que le prix payé est juste ou pas, est-ce que lorsque la structure financière a donné une certaine latitude, donc tout ce qu'on fait dans notre day-to-day, en réalité, lorsqu'on accompagne les repreneurs, lorsque c'est bien fait, il y a un taux de succès qui est quand même très élevé au niveau des repreneurs. Donc, on est beaucoup plus élevé que lorsqu'on démarre une entreprise parce qu'on a déjà un book de clients, on a déjà des employés, on a déjà un historique. Donc, c'est plus facilitant. En effet, là, nous, de ce qu'on voit historiquement, la grande majorité des repreneurs, lorsque bien accompagnés, c'est gage de succès. C'est la même chose de notre côté, Charles-André, où le taux de succès habituellement est assez élevé. Puis évidemment, on a une équipe qui supporte là, du côté des Desjardins Capital également, au niveau de la gouvernance, de la mise en place de plus de structure là, par la suite de l'acquisition qui vient renforcer, je pense, la solidité des entreprises post-transaction. Justement, pour continuer ce parallèle entre démarrage et acquisition, au niveau des profils notamment, est-ce que vous faites une distinction entre un profil plutôt de démarrage ou un profil de reprise d'entreprise? Peut-être Jean-Philippe? Ben, écoutez, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse là, sur ce point, évidemment, mais de façon générale, on est également chez Desjardins Capital un volet qui est plus capital de risque, donc vraiment de financer des startups. Donc, de façon globale, puis certains sont peut-être en désaccord, là, je vous dirais que on voit souvent plus d'un petit côté de créativité plus important dans tout ce qui est startup, d'essayer de démarrer soit un nouveau produit, une nouvelle solution, un côté où est-ce qu'on va aller générer soit quelque chose avec un volet plus R&D là, pour que ça soit propriétaire en termes de technologie notamment. Alors que si on compare à quelqu'un qui veut juste être un repreneur d'entreprise, ce volet-là d'innovation n'a pas nécessairement être aussi présent, aussi important, je vous dirais, principalement parce que pour les repreneurs, la plupart du temps, vont chercher à faire l'acquisition d'une entreprise qui est déjà établie. Donc, il y a déjà des clients, une base de produits, des employés, une équipe assez mature, puis un réseau de distribution avec une chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, le niveau qui va être le plus requis dans ce cas-là, c'est comment on est capable d'amener l'entreprise à un autre niveau, ou du moins de reprendre, de faire aussi bien que l'entreprise faisait si elle avait une belle rentabilité. Et de continuer le plan d'affaires puis de le matérialiser en quelque sorte. Donc, l'aspect gestion opérationnelle peut être très importante avec un certain leadership, évidemment, là, dans le reprenariat. Justement, pour faire du pouce par rapport à ce que tu nous dis, Jean-Philippe, et je vais me tourner vers Benoît sur ce point-là, jusqu'à quel point vous allez évaluer l'expérience, l'expertise d'un repreneur selon le type d'entreprise, savoir le style de gestion notamment, on parle du chiffre d'affaires, on peut parler du nombre d'employés. Jusqu'à quel point vous allez évaluer ces aspects-là pour se dire ça peut être un bon profil pour justement reprendre cette entreprise? C'est un point qui est extrêmement important pour nous. Tout part de là, dans le fond. Souvent, on se fait présenter des entreprises par des repreneurs, mais avant de se pencher sur les résultats financiers, avant de se pencher sur la structure de financement qu'on pourrait mettre en place, tout part de est-ce que les repreneurs ou le ou la repreneur qui est devant nous est en mesure de nous démontrer
que l'entreprise qu'elle nous présente, bien, il y a un fit avec la personnalité de la personne qui la reprend et l'entreprise. Tout part de là. Donc, si la personne n'est pas capable de nous démontrer ça, bien, on n'aura pas confiance au succès futur de l'entreprise. Puis là, ça ne sert à rien de travailler une structure de financement. Donc, c'est vraiment important. Souvent, on va voir des gens, exemple, le cas typique là, de repreneurs qu'on voit, là, c'est des gens qui ont des superbes de bonnes jobs dans des grosses boîtes, puis là, qui veulent se lancer en affaires. Mais ça, c'est un point aussi qu'on regarde. Ce n'est pas parce qu'on est très bon dans ce qu'on fait, dans, exemple, une grosse boîte très hiérarchisée, que nécessairement, on a les compétences pour diriger une PME. Et on va, dans une PME, on le sait, il faut faire un petit peu de tout. Fait qu'il y a un petit peu d'RH, un petit peu d'opérationnel, un petit peu de. Fait qu'il y en a qui sont en mesure de s'adapter à ça, puis c'est ce qu'ils veulent faire, d'autres non. Fait que le type d'entreprise qui va être ciblé par les repreneurs, il faut qu'il y ait une cohérence entre les forces des repreneurs et l'entreprise en soi. Donc, c'est sûr que c'est un point de départ extrêmement important pour nous. Ben justement, tu faisais allusion à des profils techniques, enfin des profils spécifiques. En tout cas, qu'en est-il des profils très techniques? Je pense notamment, on voit souvent des ingénieurs qui sont très très bons, qui ont une très belle expertise dans leur domaine, mais qui ont peut-être peu ou pas d'expérience, qui ne possèdent pas forcément d'expertise en gestion. Est-ce que c'est un point que vous considérez? Comment vous faites quand la personne est très bonne techniquement, mais qui n'est peut-être pas forcément en termes de gestion? Peut-être Jean-Philippe pourra peut-être répondre sur ce point-là Oui, notamment. bien, la question est évidemment très intéressante, puis je vous dirais qu'elle mérite vraiment de s'y attarder. Comme Benoît l'a dit, là, au niveau du profil, je pense que c'est probablement une grosse partie du succès dans les entreprises. On a tendance à vouloir prioriser, je vous dirais, une bonne équipe de gestion dans un secteur d'activité moins intéressant qu'une mauvaise équipe de gestion dans un secteur d'activité qui est très intéressant ou dans une entreprise qui a eu du succès parce que souvent, on voit ceux qui vont ressortir du lot. Un profil plus technique peut être très intéressant dans certains cas. Je vous donne un exemple. S'il s'agit d'une entreprise qui a besoin spécifiquement, disons, d'ingénieurs, d'avoir un leader qui a déjà une compétence qui peut amener un certain support, soit dans l'exécution de projet ou du moins de comprendre suffisamment l'aspect de gestion opérationnelle lié à ce secteur d'activité-là, bien évidemment, c'est clé. Si on regarde, disons, une entreprise, quelqu'un qui a une boîte de consultation en ressources humaines, puis quelqu'un arrive avec un profil très technique, soit ingénieur ou quelqu'un en développement qui n'a pas cette expertise-là, bien, les chances que cette personne-là soit capable de transférer certaines de ses notions plus techniques à un profil d'activité complètement différent, bien, sont plus minces. Ce n'est pas impossible, ceci dit. Je pense aussi que ça passe par la capacité de peut-être cet individu-là de vraiment regarder ses forces et faiblesses, puis de voir s'il y a vraiment une capacité d'adaptation puis d'évolutivité au niveau d'un rôle qui est plus monolithique. Des fois, justement, on va reprendre un rôle d'ingénieur ou un avocat qui est très, très précis dans ce qu'il fait, qui là dit je vais gérer des employés. Mais si vous ne l'avez jamais fait, bien, je pense que ça vaut la peine des fois même d'aller faire des tests de personnalité, des tests au niveau des capacités de panier de gestion. Là, il y a plein de professionnels de coach qui peuvent vous aider là-dedans pour au moins évaluer vos propres forces et faiblesses. Souvent, nous autres, en tant que financiers, on va évaluer ça, que ce soit via des tests psychométriques, que ce soit des entrevues ou carrément en allant chercher un peu de background sur l'expertise puis ce que les gens vont dire de vous en tant que non-repreneur là, dans un rôle plus professionnel où vous êtes. Fait que je pense que ça, c'est important. Quand on va regarder aussi là, quelqu'un qui va vouloir ouvrir son champ de connaissances. Donc, quelqu'un qui arrive avec un profil technique n'est pas nécessairement négatif si cette personne-là a beaucoup d'intérêt dans plein de champs d'activité. Donc, je donne d'autres exemples. Quelqu'un qui était justement un gestionnaire de projet en construction, qui est très, très bon pour le suivi des coûts, qui avait une certaine expertise à gérer des gens, à s'assurer qu'on arrive dans les délais. Bien là, évidemment, on sort du cadre de gestion de projet où vous êtes un gestionnaire de coûts à devoir gérer plus des états financiers avec évidemment le volet vente, le volet générer des leads au niveau de peut-être des clients potentiels, évaluer tout ce qui est requis en termes de dépenses opérationnelles pour aller peut-être faire croire la business. C'est un mindset qui est complètement différent. Là. Fait que, il y a certains gens qui vont penser qu'ils vont l'avoir facilement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Je pense que c'est vraiment dans la capacité des gens de réaliser c'est quoi peut-être leur force et faiblesse, de travailler sur celle-ci. Puis, je ne vous cacherai pas d'évaluer quand vous allez faire l'acquisition. Est-ce que si vous n'avez pas ces compétences-là, est-ce qu'il y a des gens dans la société
qui, eux, ont ces compétences-là et peut-être d'évaluer aussi l'importance d'attacher ces gens-là dans le cadre d'une transaction. Parce que si vous avez un vendeur qui est une star, puis que vous allez le perdre la journée numéro 1 parce que lui pensait qu'il reprenait l'entreprise, ben, attachez votre truc parce que peut-être que vous allez passer à travers une tempête assez importante. Puis finalement, autre que la capacité d'adaptation qui est évidemment très importante, je pense c'est que suivant la transaction, le repreneur va devoir chausser des grandes chaussures de celui souvent qui a bâti l'entreprise, qui l'a amené au niveau, des fois au maximum de ce que l'entreprise pouvait aller. Et donc, c'est d'être capable, dans votre nouveau rôle, d'établir que ça va être vous le nouveau leader de l'entreprise, de partager votre vision, puis d'établir assez rapidement un plan 100 jours afin de rallier l'équipe pour qu'elle vous supporte. Puis ça, je pense que ça prend un genre de mix d'intelligence émotionnelle mixée avec un peu de charisme puis du leadership, puis des fois un peu de tact, parce que ça peut arriver que post-transaction, pour avoir œuvré en entreprise, là, souvent on me disait, on a toujours fait ça comme ça. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne raison qu'on a toujours fait comme ça. C'est peut-être des façons de véhiculer qu'on doit améliorer certains processus, certaines façons de faire avec des meilleures pratiques d'affaires. Puis je pense que c'est là l'avantage d'un repreneur qui arrive peut-être avec une expertise professionnelle ou d'avoir géré un autre type d'entreprise qui peut établir son propre plan de match puis d'avoir un succès dans le cadre d'un transfert, définitivement. Exact. Si je peux c'est super bon. Puis si je peux rajouter, Jean-Philippe, c'est ce qu'on remarque dans le profil. Là, il n'y en a pas de profil type exactement comme tu l'as mentionné, mais ce qu'on remarque, c'est que les gens qui réussissent ont un sens des affaires. Ça, c'est extrêmement important. Okay? Puis ça ne va pas avec l'âge, ça ne va pas avec la mise de fonds, ça ne va pas avec... Mais ils ont tous un sens des affaires à des degrés différents, évidemment. Fait que les gens qui réussissent, ils se démarquent de leur père depuis toujours. Okay? Ça, on le voit là, tout le temps. Fait que tu aies 21 ans, 27, 35, 45, ça ne change rien. Mais est-ce que tu te démarques par rapport à tes pairs? Est-ce que c'est naturel pour toi d'économiser, de faire des investissements dans un duplex, des choses comme ça qui a un thinking en arrière de retour sur investissement? Puis c'est ça qu'on voit comme clé, je dirais, là, de réussite. On le voit beaucoup, beaucoup. Fait que, exemple, on se fait approcher des fois des repreneurs qui sont très jeunes, là, dans le début vingtaine, puis qui sont amassés 100 000 de mise de fonds. Ça peut paraître petit par rapport à une grosse transaction, mais c'est énorme pour quelqu'un de cet âge-là. Déjà là, c'est un signe pour nous que c'est quelqu'un de sérieux et qui a le sens des affaires. Ouais. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier là, non plus dans la c'est le bon indicateur, effectivement. Et en plus, comme on dit souvent que ce n'est pas forcément les meilleurs vendeurs qui obtiennent, ceux qui obtiennent des excellents résultats qui font forcément les meilleurs gestionnaires. Donc, c'est aussi des points qu'on peut méditer parce que ça arrive régulièrement que des personnes qui sont très performantes dans leur entreprise pensent qu'elles vont pouvoir la gérer par la suite. Donc, on peut méditer aussi sur ce point. Je vois le temps qui passe et puis il y a un gros morceau qui nous attend, notamment on va parler de l'entreprise qui pourrait être ciblée par le ou les repreneurs, justement. Et justement, en tant que partenaire financier, que considérez-vous comme situation financière acceptable pour une transaction de relève? Qu'est-ce que vous regardez à ce niveau-là? Peut-être, Benoît, tu avais la parole. C'est une question en soi qu'on pourrait en parler, Jean-Philippe et moi, pendant 60 minutes. Là. On va essayer de résumer ça en 10 minutes, mettons à peu près. Là. À la base, lorsqu'on est rendu à analyser la situation financière, je pense que c'est toujours bon de se faire accompagner par des gens qui ont les compétences et qui font ça au day-to-day. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de subtilité dans l'analyse financière d'une entreprise. Puis c'est impossible d'être un expert si on en regarde une par année ou deux par année. Là, fait que ça, c'est la base. Après coup, chose certaine, au niveau des institutions financières, c'est sûr que des entreprises en difficulté financière ou en redressement, exemple, là, ça va être très, très difficile, voire impossible à financer. Okay? Donc, si c'est impossible ou difficile à financer, automatiquement, ça veut dire que ça nécessite une énorme mise de fonds pour l'acquérir. Tantôt, on disait, c'est quoi la mise de fonds nécessaire? Mais si vous visez ce type d'entreprise-là, ça va prendre une mise de fonds importante. Si vous ne l'avez pas, ne regardez pas ce type d'entreprise-là. C'est aussi simple que ça. Après coup, pour une entreprise, je dirais standard, là, ce qu'on va regarder, la première des choses, c'est ce qu'elle génère en argent. Okay? Donc, il faut qu'une entreprise, peu importe la valeur de ses actifs, okay? Donc peu importe la valeur de ses équipements, de ses bâtisses, est-ce qu'elle génère un cash flow positif? Fait que tout part de là dans la façon qu'on va financer, dans le prix qu'on va déterminer dans l'entreprise, dans la faisabilité de la transaction. Fait que, en résumé,
c'est beaucoup, beaucoup ça. Par le BAYA, le bénéfice avant impôt, intérêt, amortissement qu'on entend souvent. Fait que c'est toujours le cash flow que l'entreprise génère. Après coup, rapidement, en bullet point, là, pourquoi le vendeur veut vendre? Ça, c'est une question qui est primordiale. Souvent, il y a des gens qui vont vendre qu'ils sont quand même relativement jeunes pour vendre. Il y a une raison en arrière de ça. Y a une asymétrie d'information. Oui. Exactement, c'est en plein ça. Fait que si l'entreprise va bien financièrement, la personne, elle veut vendre à un jeune âge, y a-t-il une chicane d'un RH? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu? Donc, ça, il faut le demander, qui n'est pas tout le temps évident d'avoir la réponse, là, mais il faut quand même creuser. Après coup, y a-t-il des dépendances envers certains clients, certains fournisseurs? Est-ce que l'entreprise a été très ou peu affectée par le COVID? On l'a vu cette année, il y a eu beaucoup de subventions gouvernementales relatives à ça. Est-ce que c'est des subventions qui sont justifiées ou c'est des subventions qui n'avaient pas de lien avec la hausse ou la baisse des résultats de l'entreprise? La rémunération des dirigeants, c'est aussi, est-ce qu'il y a un ajustement à faire pré- et post-transaction? Également, l'emplacement de l'usine en soi ou de l'entreprise. Est-ce que c'est facile d'aller chercher de la main-d'œuvre? Est-ce que j'ai des installations pour faire une croissance? Donc, tous ces points-là sont hyper importants, dans le fond, dans l'analyse financière. Puis, comme je le disais, c'est un sujet en soi qui peut nécessiter beaucoup puis Benoît, là, sans nécessairement sauter je pense qu'on en a parlé, là, vous pourriez faire, puis il y a d'autres rencontres avec le CETEC. Je pense qu'il va faire un drill down un petit peu plus précis là-dessus, mais évidemment, sans non plus trop rentrer spécifiquement dans les détails qui est le processus d'évaluation. Parce que ça aussi, on prend à passer, je pense, une demi-journée. On entend souvent là, le fameux terme avec les conseillers financiers, les vendeurs, les repreneurs, les cédants, la notion du multiple de BAYA comme indicateur de valeur. Je pense que c'est important de dire que on parle souvent du prix selon ce multiple-là, mais en soi, ce n'est pas nécessairement une méthodologie d'évaluation selon les experts en évaluation. Par contre, on va regarder plus la capitalisation des flux ou l'actualisation de ces flux-là, le DCF, comme on l'appelle en anglais, ou encore uniquement sur une base de la valeur des actifs corporels. Puis, ça donne au moins un comparable comparativement à soit des sociétés cotées en bourse qui sont publiques, donc on va avoir de l'information financière ou carrément des transactions qui ont été notées dans le secteur d'activité. Donc, on part de ça, puis on se dit, bon, on va regarder au niveau du repreneur, ce que nous, on recommande, comme Benoît le disait, c'est vraiment d'axer l'analyse sur les flux générés, le cash flow. Donc, si on résume ça très bêtement, là, ce serait le BAYA net des dépenses en immobilisation. Souvent, les gens prennent juste le BAYA, mais s'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a pas de liquidité qui est générée, qu'on doit réinvestir constamment, disons, une compagnie en construction qui doit réinvestir dans l'équipement chaque année, bien, il n'y a pas de liquidité. Fait que vous ne pourrez pas prendre un emprunt dans une transaction de levier parce qu'il n'y aura pas de place, justement, à cause de tous les investissements à faire. Puis l'évaluation d'une entreprise, ce n'est pas une science infuse. Puis le fait que ça vient compliquer les choses, c'est qu'il y a un gros aspect émotionnel. Il y a nombreux des entrepreneurs qu'on va rencontrer, Benoît et moi, ou via l'ensemble du réseau, qui ont souvent, je vous dirais, une idée un peu irréaliste là, de la valeur de leur entreprise. Il y a l'aspect émotionnel, évidemment, qui joue pour quelque chose, mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui sont restés un petit peu accrochés sur la rentabilité des années antérieures, puis qui regardent un petit peu moins. Ils ont moins investi, sont moins impliqués, se sont un petit peu désengagés. Les gens passent plus de temps en Floride, c'est ça qu'on entend des fois. C'est un exemple. Puis, ultimement, c'est de dire un peu, si vous avez une maison à 350 000, tout le monde veut la vendre 500 000, mais le marché va vous dire qu'elle vaut 350 000. Exact. Fait qu'à la fin de la journée, votre banquier, il va se dire, ben, écoute, elle vaut 350 000. Fait que pour la différence du prix que tu veux payer pour 500 000, ben, c'est aussi simple que vous allez mettre la mise de fonds. Je paraphrase un peu là, par rapport à un exemple au niveau du reprenariat, mais ça revient un peu à dire ça. Si vous êtes prêt à regarder une transaction à un prix qui est nettement plus élevé que le marché, il peut avoir des raisons, il peut avoir une évaluation que vous en faites de votre capacité à rentrer dans la business et à trouver des synergies, des nouveaux clients, puis déjà, vous avez un plan qui est excellent. Par contre, les partenaires financiers, bien, vous devez leur vendre ce plan-là. Parce qu'évidemment, si l'historique de la rentabilité ne démontre pas,
sur la base de ce qu'on voit régulièrement. C'est très rare que les gens vont nous présenteront pas ce qu'on appelle un hockey stick, c'est-à-dire comme une palette de hockey. Donc, eux vont reprendre l'entreprise, donc les résultats vont monter. Donc, croyez-moi, je veux faire mieux que l'entrepreneur qui faisait 15 ans qui faisait ça pour X, Y raison. Ça peut être le cas. Dans certains cas, par contre, on voit souvent l'inverse. Au niveau de l'investissement qui est fait initialement, ben, on va frapper des pépins. On va voir des trucs qui, même si on a fait une excellente vérification diligente, il peut y avoir juste des frictions à l'interne, des gens qui quittent parce qu'ils ne sont pas très satisfaits de peut-être pas avoir été considérés dans le cadre d'une transaction. Ou dans certains cas, on a même vu des gens qui s'étaient fait promettre des choses. On avait un exemple, c'était quelqu'un qui s'est fait promettre une hausse salariale, un changement de poste avec une voiture. Là, vous arrivez dans l'entreprise, puis des fois, ça se cumule. Là. Tout ce qui a été promis, qui n'est pas sur papier nulle part, mais qui fait un niveau d'insatisfaction. Même chose, on avait un exemple avec Benoît, quelqu'un qui, dans le cadre de ses fonctions, utilisait de la machinerie lourde, puis s'était fait promettre depuis 2 ans un fameux équipement qui coûtait 250 000 $. Pas prévu là, dans le plan. Là. Fait que vous achetez la business en se disant, je vais continuer, je vais la faire croître, puis le CAPEX sera dans quelques années. Là, soudainement, vous avez des gens en clé qui sont prêts à quitter. Fait que je pense que ça, c'est des enjeux là, qu'il faut vraiment regarder dans son ensemble, puis qui sont un peu plus, challenging. Effectivement. Merci pour. Qui nous amène un peu dans l'argent puis la mise de fonds, là, dans le core un petit peu du sujet, là, je pense. On va y revenir en plus dans un instant sur la mise de fonds. Mais justement, étant donné que c'est un processus complexe, tu parlais d'évaluation, Jean-Philippe. C'est quand même un processus complexe. C'est utile, oui, pour le cédant. Qu'en est-il aussi pour le repreneur? Parce que le fait d'avoir une entreprise évaluée, est-ce que ça facilite certains aspects des négociations, notamment? Benoît, puis moi, je pense que c'est une bonne question. Oui, on envoie des évaluations, évidemment. Puis un petit peu comme l'a dit Jean-Philippe, ce n'est pas une science infuse. Hein. Les évaluations sont faites en fonction de certaines hypothèses. Et les montants peuvent varier, dans le fond, en fonction des hypothèses que tu y mets. Fait que c'est sûr qu'on sépare ça souvent en deux. Là. Dans le fond, les transactions, on voit beaucoup de courtiers actuellement qui postent des entreprises à vendre à tel prix, tout ça. Fait que lorsque ça passe dans les mains d'un courtier, le prix est déjà demandé. Fait que dans ces cas-là, faire une évaluation formelle, le vendeur a déjà un prix en tête. Après coup, on peut le négocier, on peut arriver avec des justifications pourquoi on n'est pas à l'aise avec le prix, mais ultimement, c'est le vendeur qui va décider est-ce qu'il vend ou pas à un prix plus bas, dans le fond. Fait que, dans ces cas-là, moins. Dans les cas de management buyout, des employés clés ou la direction qui veut racheter, ou dans les cas familiales, lorsque la transaction est plus de gré à gré, bien, souvent, on veut quelqu'un de neutre pour établir la valeur. Fait que dans ces cas-là, souvent, on va le voir, de dire, l'équipe de direction est prête à payer le juste prix, puis le vendeur est prêt à vendre à juste prix. C'est quoi le juste prix? Bien, dans ces cas-là, souvent, on va voir un rapport d'évaluation. Ou bien le vendeur a un prix en tête, puis c'est celui-là qui va être déterminé. Fait que oui, c'est utile, mais est-ce que c'est nécessaire à chacune des transactions? La réponse est non. Non, je ne pense pas. Exact, okay. J'abonde dans le même sens. Effectivement, c'est un excellent point. Et puis, si on parle justement pour revenir un petit peu sur le profil et connaissances, compétences, pour résumer un petit peu, comment on peut déterminer si on a le bon profil et bonnes connaissances? Justement, tu voulais faire peut-être un petit résumé là-dessus, Benoît, sur l'ensemble des compétences à acquérir. Je pense qu'à la base, il faut bien se connaître. Ça, c'est comme un examen interne à faire. C'est quoi mes forces comme repreneur? C'est quoi mes faiblesses? C'est la première des choses. Puis lorsqu'on les sait vraiment, puis il faut s'avouer les vraies choses. By the way, on n'a pas tous des compétences égales, puis on n'a pas tous les mêmes défauts ou qualités. Après coup, il faut cibler des entreprises qui vont maximiser ces forces-là, comme on le disait Jean-Philippe et moi un petit peu tantôt. Puis je sais que ce n'est pas évident, là, probablement qu'il y en a dans la salle actuellement ou à l'écoute plutôt que dans la salle, là, mais ça fait des années qu'ils recherchent une entreprise, puis que lorsqu'on en trouve une, même si elle n'est pas parfaite pour nous, on veut tellement en avoir une qu'on y va quand même. Mais je pense qu'il faut avoir l'intelligence de prendre un pas de recul dans ces cas-là. C'est vraiment important de trouver l'entreprise qui fit avec qui on est, puis avec qui on va l'amener à un autre niveau, cette entreprise-là, par nos forces qu'on a. Fait que ça, c'est très, très important. Puis, il y a peut-être 3-4 points là, qu'il faut se poser comme question. Est-ce que mes compétences et mon profil fit avec l'entreprise? Ça, c'est le premier. C'est à se poser à tout coup. Est-ce que j'ai une connaissance spécifique dans ce secteur d'activité-là ou dans les opérations qui font en sorte que je peux me démarquer de mes compétiteurs? Parce qu'ultimement, c'est ce qu'il va falloir. Est-ce que mon historique
dans mes emplois antérieurs viennent m'aider dans ce que je veux faire ici? Puis est-ce que je suis un leader dans l'âme pour essayer de convaincre l'équipe de me suivre? Parce qu'un changement de direction, on s'entend, ça prend un aspect très leadership pour que les employés disent oui, j'achète le discours en avant de moi, puis on passe à une autre étape. Fait que c'est ces questions-là à se poser soi-même comme repreneur. Puis si la réponse est oui, bien déjà là, je pense qu'on est dans la bonne voie, là. Merci beaucoup, Benoît. Justement, on rencontre tout type de repreneurs, hein, et on dit souvent quand c'est pas un transfert soit interne ou familial, on dit toujours il y a une sorte d'opération séduction entre un acquéreur potentiel et un cédant. Faut toujours aussi avoir à l'esprit, je pense, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de dire que un cédant, notamment quand c'est le fondateur de l'entreprise, le côté émotionnel dont parlait Jean-Philippe, c'est son petit bébé qui vend, c'est l'accomplissement de sa vie qui vend. Donc, l'aspect, c'est sûr qu'il y a une importance sur l'aspect financier, l'aspect matériel, mais il faut aussi considérer tout ce qui est aspect humain. Donc, s'assurer pour un cédant que l'entreprise va être entre de bonnes mains avec son repreneur. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on va rencontrer un cédant. Je rappelle d'ailleurs à tous les participants, je vois qu'il y a des questions qui passent et on aura le loisir dans quelques instants de pouvoir passer au travers grâce à Nolwenn et Mélanie. Je voulais qu'on revienne sur la fameuse première question, la question qui tue. Finalement, alors, est-ce que j'ai assez de mise de fonds? Comment on peut le considérer si on revient un peu dans le vif du sujet de la première question? Jean-Philippe, notamment, est-ce que tu... Oui, ben écoute, je pense qu'on pourrait peut-être donner deux principaux exemples là, à très haut niveau là, pour moins aiguiller les gens qui écoutent. On va regarder, évidemment, la plupart des partenaires financiers vont regarder, comme on l'a indiqué tantôt, un peu le bilan. Est-ce qu'il y a des actifs sur lesquels on peut amener un certain financement, là, que ce soit des actifs tangibles comme des bâtisses, des équipements, la composition du fonds de roulement, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres comme, je ne sais pas, les taxes de crédit R&D et autres qui vont amener un certain niveau de financement. Puis ensuite, c'est vraiment la capacité du cash flow. Donc, est-ce que la business génère des flux de trésorerie suffisants pour être capable de payer dans le futur avec peut-être une croissance si on achète le plan du repreneur? Et donc, surtout dans une transaction de levier. Donc, dans ces cas typiques-là, nous, on en voit principalement deux types de transactions qu'on peut peut-être catégoriser. La première, c'est vraiment une transaction dans un contexte de rachat dit concurrentiel, là, où est-ce qu'il y a justement un courtier d'affaires ou le comptable qui va amener certains gens à faire une proposition, ou carrément, c'est une équipe de direction qui soit approche ou la famille, les enfants souvent, qui vont approcher le cédant avec une proposition, ou des fois, ça peut être l'inverse. Le cédant approche cette équipe-là. Puis là, maintenant, il y a une connaissance, je dirais, vraiment intime de l'entreprise. Donc, c'est assez différent là, comme processus parce qu'évidemment, on est avec une asymétrie d'information, comme vous le mentionnez. Si on ne connaît pas très bien l'entreprise ou on la connaît, mais sans la connaître, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu les chiffres, on ne sait pas comment vraiment il opère, on peut être un partenaire d'affaires, on peut avoir de l'intérêt. Donc, dans certains cas, le courtier va vraiment vouloir évaluer la capacité financière du repreneur parce que, vous voyez, de son point de vue, pour faire son travail adéquatement puis représenter pour le cédant cette vente-là. Si vous n'avez pas la capacité financière de vos ambitions puis vous n'avez pas de cash à mettre, bien, de son point de vue, vous êtes déjà quelqu'un qui est un peu plus risqué comme repreneur parce qu'une grosse partie du risque va tomber sur le cédant. Donc, vous allez avoir des demandes à l'effet d'avoir une balance de vente plus importante. Peut-être que le banquier, si, dépendant du prix, évidemment, là, les partenaires financiers vont regarder votre profil. Si vous n'avez pas nécessairement de cash à mettre, pas de mise de fonds, mais veut peut-être dire un crédit qui n'est pas si solide non plus. Fait on regarde ça quand on regarde un individu parce que des fois, l'historique de crédit de cette personne-là va être peut-être un gage sur sa capacité à pouvoir gérer avec un certain niveau de levier dans l'entreprise. Donc, typiquement, puis ça va varier d'un courtier à un autre, mais ils vont regarder pour que les gens aient au moins entre 10 et 20 peut-être du prix à mettre sur une transaction. Mais c'est des vases communicants. Donc, un pourcentage peut-être d'équité qui serait plus bas, mais pourrait être compensé par une balance de vente ou peut-être dans la structure financière de la dette subordonnée, donc la dette qui est après la dette bancaire sous forme de dette subordonnée avec remboursement ou carrément avec une mezzanine là, qui va être un versement plus ballon à la fin du terme. Et évidemment, plus on augmente dans la structure de capital le niveau de levier, bien évidemment, le coût en fonction de la prise de risque est plus élevé et les modalités de remboursement plus flexibles également. Donc, de façon générale, là,
on va regarder le vendeur ou un cédant va vouloir vraiment avoir un paiement de 100% comptant à la clôture. Et puis de l'autre côté, ben, vous avez quelqu'un qui va vouloir, puis je le voyais tantôt dans le chat, vous allez vouloir avoir un repreneur qui, à l'inverse, aimerait avoir une transition ordonnée avec ce cédant-là, de négocier une balance de vente. C'est une balance de vente qu'on dit conditionnelle, donc un solde de prix de vente basé peut-être sur des paramètres de jalons de performance, là, au moins maintenir, voire livrer la performance financière qui était prévue, sur laquelle vous avez évalué l'entreprise, vous êtes basé. Et donc, c'est toujours une négociation, une danse en quelque sorte, là, une danse lascive jusqu'au tout dernier moment entre la balance de vente et puis le reste C'est pas évident, des modalités. c'est ça, exactement, Jean-Philippe. C'est pas évident de convaincre un achat externe. Tu l'as bien dit, Jean-Philippe, il faut séparer ça en deux. Un achat par un courtier. Le courtier, lui, il veut cash out. Fait que lui, il veut le montant le plus élevé possible à la journée 1. Fait que si on a une petite mise de fonds, c'est pas évident de se démarquer sur le marché. À l'inverse, lorsque c'est une transaction qui est plus partielle ou qui est graduelle, je dirais ça comme ça, lorsqu'on est employé clé d'une business, même si on n'a pas beaucoup de mise de fonds, bien là, ça demeure plus possible, du moins, d'acheter l'entreprise ou du moins une partie de l'entreprise parce que le vendeur nous connaît, il a confiance en nous et là, il est en mesure de prendre un certain niveau de risque. Nous, comme banquier, ce qu'on regarde, c'est nous, on prend un risque comme banquier dans la transaction. On veut être certain, puis on n'est pas actionnaire de l'entreprise. Donc, on veut être certain que les actionnaires en prennent aussi un risque. Ça, c'est hyper important. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de mise de fonds, mais que vous mettez pas mal tout ce que vous avez, puis vous êtes impliqué, puis vous y croyez, puis que le vendeur y croit aussi en laissant une balance de vente, bien là, c'est un beau signe qu'on envoie au marché de dire on y croit à l'avenir de l'entreprise. Et là, ça facilite toute la recherche et les démarches de financement par la suite. Fait que, le vase communicant que Jean-Philippe parlait, c'est hyper important. Il faut qu'il soit entre 35 et 50 à peu près du prix payé. Souvent, c'est ce qu'on va voir. Fait que, si on a calculé comme vous voulez, là, si on n'a pas beaucoup de mise de fonds, il faut le compenser par une balance de vente et ou une dette subordonnée. Mais ça va toujours jouer à peu près dans ces eaux-là. Puis, oui, exact. Puis j'ajouterais à ça, si on regarde juste le bilan d'une entreprise, là, évidemment, il faut faire des calculs pour s'assurer que sur la durée du prêt, vous avez la capacité de générer suffisamment de flux de trésorerie pour payer capital, intérêt, impôts, autres dépenses en immobilisation, puis des fois l'impact que la croissance peut avoir sur le fonds de roulement. Mais d'autant plus, je pense que si on évalue différents secteurs d'activité, puis juste pour parler, on dit qu'on peut mettre entre 3,5, disons, à 5,5 fois de levier sur une entreprise dans le cadre d'un rachat et que vous payez 8 fois, par exemple, ben, dites-vous que cette composante-là, ça vous prend des partenaires financiers, ça prend des mises de fonds. Ceci dit, peut-être un petit dernier point, là, je pense qui est important, c'est que les gens qui ont une mise de fonds à mettre sur des entreprises, ça vaut la peine d'aller voir les financiers quand vous avez un background solide, de dire, écoutez, moi, je suis sérieux dans mon approche, voici, je me suis monté soit une fiche de ce que je recherche, une petite page web statique pour expliquer ce que vous voulez faire puis c'est quoi qui vous distingue, justement. Je pense que c'est un élément distinctif. Mais la plupart des partenaires financiers recherchent des gens avec des compétences, avec, je vous dirais, au moins un historique de réalisation intéressante, que ce soit dans un profil différent, mais qui peuvent justement se transitionner dans un contexte de relève d'entreprise. Puis les gens peuvent, à ce moment-là, avec des partenaires financiers qui peuvent investir également en équité, mais à ce moment-là, vous pouvez regarder une transaction de plus grande envergure parce que nous, on n'est pas des opérateurs. On est des gens qui sont spécialisés à investir soit en dette subordonnée mezzanine chez Desjardins Capital, mais également en équité, que ce soit minoritaire ou majoritaire. Donc, on peut prendre jusqu'à, disons, 75 du capital action dans des entreprises de plus grosse taille. Donc, dans cette optique-là, je pense que pour nous, ça peut être hyper intéressant quand les gens ont un background solide, comme Benoît l'a mentionné, puis sur certains points qu'on a soulevés, dans une optique là, de croissance d'une entreprise ou d'un changement de carrière pour devenir finalement un repreneur-entrepreneur. Merci beaucoup, messieurs. On va bientôt passer à la période de questions de nos participantes et participants. Mais comme vous avez pu le constater, on voit en fait qu'il n'y a pas forcément de réponse définitive arrêtée sur la mise de fonds. Il y a beaucoup de paramètres à considérer, notamment, et on a beaucoup insisté sur le profil, les compétences, la connaissance du secteur d'activité qui vont être importantes. La situation globale de l'entreprise est naturellement à considérer parce qu'il y a un retour aussi sur investissement à avoir. Et
Donc, c'est important, je dirais aussi pour nos participants, de très tôt dans leur processus, quand ils sont déjà en démarche d'avoir ciblé des entreprises, d'aller voir vos partenaires financiers, aller voir des personnes comme Jean-Philippe, comme Benoît, qui pourront très rapidement vous guider sur la possibilité ou les points importants qui sera regardés au niveau du financement d'entreprise pour vous assurer d'être appuyé et de ne pas perdre du temps et pour vous et pour le salon. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à des spécialistes en accompagnement. Le CETEX sera aussi un plaisir de pouvoir vous accompagner. On va passer aux questions. Je voulais, dans un premier temps, remercier, vous allez rester avec nous naturellement, Jean-Philippe et Benoît pour la générosité que vous avez fait part dans toutes vos réponses. On aurait pu passer, je pense, 1 heure et demie de plus à jaser de tous ces points-là, de rentrer plus en profondeur. Vous voulez garder ça short and sweet pour nos participants pour qu'ils puissent rester accrochés à la présentation. Mais un grand, grand merci pour vos réponses. Mélanie, Nolwenn, est-ce qu'on a reçu des questions? J'en ai vu passer pendant notre échange. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été retenues? Oui. On a reçu beaucoup de très bonnes questions. Ça a été très difficile de faire des choix. Je vais vous lire la première. Donc, est-ce qu'il y a des domaines où la mise de fonds peut être moindre, comme un secteur subventionné par le gouvernement? Étant jeune maman, je n'ai effectivement pas une grosse mise de fonds, mais ma motivation est au top. Benoît, tu veux y aller en premier ou je vais? Oui, je peux y aller. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité? C'est plus des situations, je dirais. Tu sais, lorsqu'on n'a pas beaucoup de mise de fonds, mais qu'on a une motivation au top, là, comme mentionné dans la question, je reviens un peu à ce qu'on a dit. Tu sais, il y a la motivation, ce qui est hyper important, on s'entend. Il faut être optimiste pour se lancer en affaires. Est-ce qu'on a les compétences? Tu sais, si oui, mais qu'on n'a pas de mise de fonds, pratiquement pas, bien, après coup, si on veut augmenter nos chances d'acquérir une business, c'est de rentrer dans une business pour démontrer notre plus-value. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile comme ça parce que rechercher une entreprise à l'externe par un courtier, si on a zéro mise de fonds ou pratiquement pas, ça va être très, très, très difficile. Les chances de succès sont minimes. Donc, y a-t-il un secteur d'activité plus que l'autre? Il y a des secteurs plus attrayants que d'autres, mais les acheteurs sont nombreux, puis eux autres aussi visent les entreprises qui sont attrayantes. Donc, je dirais plus de regarder ses forces à soi, puis d'essayer de rentrer comme employé dans une entreprise en disant que le souhait, c'est de rentrer comme actionnaire éventuellement pour essayer de justifier. Mais c'est un processus un peu plus long terme. Puis à ça, j'ajouterais évidemment, les gens, comme on le disait, négligent souvent les frais de transaction. Donc, tu sais, le cédant va s'attendre à ne pas payer vos frais de vérification diligente, toute la documentation légale. Puis évidemment, dépendant de la taille de l'entreprise, puis je pense que c'est très important de le faire. Là, je pense que quand la personne va regarder à investir dans une entreprise, il faut pratiquement être prêt, un peu comme si on achète une maison, il faut presque être prêt à dire, écoutez, si je trouve des enjeux puis que ça ne vaut pas la peine de laisser tomber les fonds investis en vérification diligente d'un point de vue légal, parce que les gens ont tendance à le faire s'ils vont faire l'acquisition d'une maison, par exemple. Vous trouvez des problèmes d'environnement, vous trouvez des problèmes avec la fondation. Bien là, écoutez, c'est difficile de ne pas vouloir renégocier le prix. Par contre, on voit un petit peu de ce que j'appellerais du deal fatigue en bon franglais lorsque les gens ont recherché une entreprise pendant longtemps, réussissent à en accrocher une, et là, sont prêts peut-être à payer même plus que ce qui s'était mis dans la tête de payer pour l'entreprise et se retrouvent dans une position qu'ils ne sont tout simplement pas capables émotionnellement de décrocher. Puis des fois, je pense que ça peut être les meilleurs investissements peuvent être les non-investissements. Donc, c'est à garder en tête. Là. Je voyais dans les questions rapidement au niveau des coûts de transaction, ben, vous voyez tout ce qui est rédaction de documentation légale d'un point de vue légal est souvent un mix là, entre le vendeur et le repreneur. Si vous devez faire une lettre d'offre, bien évidemment, toute cette partie-là est à vos frais. Puis, vous ne savez pas si vous allez être retenu dans un processus. Plusieurs processus vont aborder à ce niveau-là. Puis tout ce qui est vérification diligente financière, tout dépend de vos compétences. Fait que, si vous êtes capable d'en faire une partie opérationnelle, c'est un peu la même chose. Si vous devez aller chercher toute une expertise externe, ben, je vous dirais, dépendant de la taille de l'entreprise, on peut parler facilement de 10 000 à aller à 250 000 là, fait que je vous donne un range très large, mais entre une entreprise qui vaut 1 million à aller une entreprise qui en vaut 50. Peut-être 2 à 5 du prix payé, peut-être. Mettons, là, pour un chiffre rond, vous donner une idée, peut-être, à peu près. Ce n'est pas en fonction du chiffre d'affaires, je voyais ça passer, c'est en fonction du prix payé la plupart du temps, puis en fonction de la complexité de l'entreprise. Donc, ça peut varier beaucoup. Puis si vous débarquez au début du processus, évidemment, c'est moins.
Si on débarque à la toute fin au closing parce qu'on vient de découvrir quelque chose qui n'était pas prévu dans l'entreprise, bien là, évidemment, la majeure partie des coûts est déjà engendrée, là, mais mettons entre 2 et 5 là, % du prix payé. Puis, ça peut donner une idée, je dirais. Oui, puis en fonction de la taille de l'entreprise, je vous dirais, faire une transaction, là, que la business, on parle d'une transaction de 5 millions ou pratiquement de 10-15 millions. C'est juste les chiffres, ou 5 à 50 millions, c'est juste un zéro là, comme différence. La grosse différence qu'on va voir, nous autres, c'est au niveau de la vérification dirigeante puis de l'organisation de l'entreprise, la structure qui est souvent, c'est une PME, donc elle n'a pas nécessairement les processus à l'interne. Vous allez demander des analyses de marge par client, essayer de comprendre d'où la rentabilité. Des fois, l'entrepreneur ne le sait même pas. Fait que, je veux dire, dans votre propre analyse du risque, ils savent que vous allez lui demander c'est quoi ton budget pour l'an prochain. Il va dire l'année passée, plus 5 %. C'est comme ça qu'ils vont fonctionner parce qu'ils ont le feeling, le fameux goodwill d'entrepreneur, eux l'ont. Dans votre propre analyse, je pense que c'est vraiment important de comprendre à quel point c'est le volet goodwill qui fait que le succès de l'entreprise en découle. Puis on n'en a peut-être pas parlé en détail, là, mais dans ce qu'on va regarder, nous, comme financiers, ce transfert de compétences-là. Puis je pense que quelqu'un posait la question tantôt, est-ce qu'il est engagé? D'où l'importance toute l'importance d'une transition là, avec ce cédant-là pour aller chercher ses compétences. Oh, Jean-Philippe, peut-être, vas-y, Charles. Je ne sais pas si c'était de mon côté aussi. On s'entend toujours, il y a juste... c'est beau, je pense qu'il était revenu pendant une seconde, mais non, c'est beau, allez-y. Est-ce que je passe à la prochaine question? Ou... Oui, effectivement. Oui, parfait. Donc, est-ce que 51-52 ans est trop vieux pour reprendre une entreprise avec un horizon de 15 ans environ? C'est une bonne question. À mon avis, à moi, absolument pas. C'est pas trop vieux. Ça dépend de notre ambition, puis d'où on est rendu, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Il y en a des gens qui vont vendre à 51, 52, puis il y en a qui vont acheter, on en voit aussi. Fait que non, l'âge pour nous autres, c'est pas un critère, c'est vraiment pourquoi cet repreneur-là veut se lancer en affaires à cet âge-là, puis c'est quoi son ambition, où il veut amener l'entreprise, à quel niveau. Mais l'âge pour nous, il n'y a pas d'âge minimum ou maximum. Parfait. Une autre question là, qui vient relier la première qu'on a posée tout à l'heure par rapport aux compétences et tout ça. Si on a des bonnes compétences en gestion, est-ce qu'il est plus important que d'avoir des bonnes connaissances dans le métier ou le secteur d'activité visé? Qu'est-ce qui est plus important entre les deux, autrement dit? C'est un catch-22, là, comme on dit en anglais, parce qu'en fait, je vous dirais que la réponse à cette question-là vient avec, puis c'est quelque chose qu'on va regarder, nous, dans le cadre de notre propre vérification diligente des compétences, c'est quelle est la complémentarité avec l'équipe de direction qui est en place, puis à quel point ces gens-là sont attachés dans le cadre de la transaction. Je vous donne un exemple. Si vous arrivez dans une entreprise, vous êtes un excellent gestionnaire, je pense que vous êtes quelqu'un qui est capable d'amener un niveau de leadership intéressant, certaines connaissances du secteur là, ou quelque chose assez similaire, ça va être déjà encourageant, mais si on voit que deux autres des principaux leaders, que ce soit quelqu'un au niveau des opérations puis des ventes, ont un horizon de quitter dans 1 an, on voit déjà un peu plus de risques que ces gens-là puissent quitter de façon abrupte, surtout s'ils n'ont pas un intérêt dans le cadre de la transaction et qui sont là, dans le fond. Des fois, on voit souvent le vendeur qui dit, écoutez, on ne va pas le packager dans la transaction, mais si tu restes au moins 1 an, voici ce que je peux vous verser pour une transition harmonieuse avec le vendeur, puis tu prendras ta retraite par la suite. Puis on ne le sait pas toujours, ces choses-là, mais ça ajoute au niveau du risque. Fait qu'on peut être excellent dans ce qu'on fait. Par contre, si ces postes-là ne sont pas facilement remplaçables avec des compétences à niveau salaire adéquat, évidemment. Là. Donc, je pense que ce serait un des points de réponse. Benoît, tu voulais dire... Exact. Dans le fond, il devrait, si c'est ça ses compétences, il devrait viser un type et une grosseur de business qui peut utiliser ses compétences de gestion et avoir des gens plus opérationnels avec lui. S'il vise une PME, mettons petite, là, assurément que probablement qu'il va devoir faire aussi des opérations techniques et tout ça. Fait que c'est peut-être pas la bonne cible à avoir. Parfait. On reste le temps pour une couple de questions, Mélanie Nolwenn. Oui, je dirais encore une ou deux petites questions. Donc, la prochaine, comment s'appelle le spécialiste qui m'aidera à évaluer de façon réaliste la valeur réelle de mon entreprise et que devrais-je préparer pour l'aider?
le vrai titre, c'est expert en évaluation d'entreprise, le fameux EEE qu'on voit, là, dans le fond. C'est ça. Fait que c'est eux qui ont les cours et théoriquement les compétences là, pour bien évaluer de façon neutre une entreprise. Ça, c'est important aussi. Fait que c'est eux habituellement qui vont avoir des mandats de le faire là, dans les transactions. Après coup, il y a différents professionnels qui, par leur expérience, expertise aussi, sont en mesure de le faire. Là. Mais le titre officiel pour les gens qui peuvent le faire, c'est les experts en évaluation d'entreprise. Et souvent, c'est eux qui vont réunir l'ensemble des documents nécessaires pour évaluer. Donc, c'est eux qui vont prendre ça à leur charge. Ils vont vous envoyer une liste de documents, d'informations, ils vont vous rencontrer, ils vont aller visiter l'entreprise, ainsi de suite. Ouais. Exact. Puis, tu sais, des fois, il faut faire attention parce que votre comptable peut être excellent pour vous sortir des missions d'examen ou un audit dans tout ce qui est aspect fiscalité, mais n'est pas nécessairement un spécialiste en évaluation. Donc, c'est difficile des fois là, pour eux parce que, comme Benoît, tu le mentionnais, ils vont faire quelques transactions par année. Alors que les gens qui sont spécialisés là-dedans en font une par semaine, là, en exagérant un petit peu le propos, mais je pense qu'on voit vraiment ce qui est marché en termes de type de transaction, en termes de levier, puis en termes de clause également. Puis c'est un peu la même chose au niveau de l'évaluation. Parfait. Donc, on a le temps, je pense, pour une dernière question. Donc, si je désire acheter une partie de l'entreprise dans laquelle je m'investis depuis quelques années, et que j'ai déjà un contact quotidien très proche et une relation de partnership avec le propriétaire de l'entreprise, comment me suggérez-vous de procéder? C'est une bonne... je dirais que c'est un scénario idéal. Là. Ça c'est le fun à entendre parce que c'est les transactions, il y a des exceptions, là, mais c'est des transactions habituellement un petit peu plus simples parce qu'on a la collaboration du vendeur. Donc, c'est sûr que c'est plus facile qu'un achat externe. Donc, souvent, Jean-Philippe et moi, on va être appelés à aller rencontrer ces gens-là pour discuter de comment ça se fait un transfert d'entreprise. Est-ce que c'est possible d'intégrer une relève qui n'a pas de mise de fonds ou pas beaucoup, mais qui a un rôle important, de comment on le fait? Fait que souvent, je vous dirais, c'est difficile à aborder entre, exemple, repreneur et cédant uniquement. Souvent, c'est intéressant d'avoir quelqu'un à l'externe qui en fait au day-to-day pour expliquer les différentes façons qu'on peut faire un transfert d'entreprise puis expliquer que c'est possible de le faire avec un repreneur, puis que le cédant n'a pas à mettre un X sur le prix de l'entreprise, comment qu'elle vaut. Il va avoir le même montant au bout de la ligne, mais d'une façon différente. Fait que toutes ces explications-là, je pense que c'est important d'amener quelqu'un qui est spécialisé. Peut-être, Benoît, en amont, je pense que c'est peut-être d'aller valider avec ce cédant-là s'il a un intérêt à en faire la vente. Parce que pour certains entrepreneurs, des fois, ils vont voir des gens à clé, mais ils vont vraiment s'assurer que c'est leur bébé, puis ils n'ont pas d'intérêt à gérer. Il faut aussi se mettre dans la peau de l'autre parce que, évidemment, des fois, vous n'êtes peut-être pas au courant, là, mais il y a des dépenses discrétionnaires qui sont dans l'entreprise. Puis là, à ce moment-là, quand on devient à partager l'actionnariat, soudainement, on doit dévoiler toutes ces dépenses-là, on doit les partager, les dédoubler. Puis il y a des bénéfices et autres. Là, fait que c'est pas rare, surtout dans de la PME, là, que c'est un enjeu. Mais je pense de s'asseoir puis d'expliquer les objectifs puis les motivations par rapport à cet individu-là dans un contexte que si vous êtes vraiment la personne clé, je pense qu'il y a quand même une notion, si c'est bien dit, c'est bien expliqué par rapport à vos motivations personnelles, c'est de donner peut-être sans reprocher s'il n'y a pas d'ouverture, mais de plus indiquer que vous avez ce désir-là, que l'entreprise est celle que vous priorisez, mais que vous pourriez peut-être évaluer de le faire ailleurs si jamais il n'y avait vraiment aucune ouverture. Si évidemment vous êtes prêt à faire ce move-là dans le cas échéant. Puis on en fait souvent, hein, c'est le type de transaction qu'on fait régulièrement. Ce n'est pas un parmi 100 transactions. C'est de plus en plus à la mode parce que la bonne main-d'œuvre est difficile à trouver. On ne se le cachera pas là, en entreprise. Fait que des fois, c'est des façons aussi de s'assurer d'attacher une main-d'œuvre puis de faire une transaction graduelle là, tout en restant à la pôle de l'entreprise. Donc, oui, c'est très, très possible. Super. Merci beaucoup, messieurs. Je vois qu'on arrive à midi, donc le webinaire touche à sa fin. Benoît, Jean-Philippe, un immense merci pour votre temps, pour l'ensemble des réponses que vous avez apportées pour nos participants. C'était vraiment très instructif. Encore une fois, on manque toujours un petit peu de temps. Je m'excuse également pour les petits problèmes techniques du début de webinaire. J'espère que ça n'a pas trop porté préjudice. Merci également à Nolwenn et Mélanie pour leur support. Et puis surtout, merci à
Desjardins pour avoir commandité ce webinaire et pour avoir co-présenté et co-organisé également ce webinaire. Pour information, j'ai vu d'ailleurs que dans les questions qui étaient passées, on demandait les coordonnées de Benoît et Jean-Philippe. N'hésitez pas à écrire à l'adresse courriel indiquée sur la slide. On se fera un plaisir de vous guider vers justement Benoît et Jean-Philippe à terme. Et puis, on vous invite également à aller jeter un petit coup d'œil sur le blog du CETEC où il y a beaucoup de questions qu'on a posées aujourd'hui qui sont répondues sous le forme d'articles. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, merci à l'ensemble des participantes et des participants qui nous ont écoutés ce matin. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Et puis, on espère vous revoir très prochainement. Passez une excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt.